Salut à tous, chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez très très bien. Merci de votre patience, je suis un peu en retard aujourd'hui, j'ai eu vraiment quelques problèmes techniques. Encore une fois, ça s'est squeezé au moment où j'ai démarré. Pourtant, je croyais avoir trouvé la solution, mais je n'ai toujours pas la solution. J'espère que tout va bien se passer, j'espère que vous allez très très bien, chers WeBasketteurs et WeBasketteuses. Moi, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler du basket féminin, puisque c'est la seule émission qui parle de basket féminin. Et voilà, d'ailleurs, entre deux, c'est le titre de l'émission. C'est un titre qui m'avait été soufflé par Olivier. Merci Olivier. J'ai mis du temps à choisir, mais j'ai choisi. En fait, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, de nom. Et puis voilà, il fallait en choisir un. Alors, je vous rejoins sur les commentaires en même temps. Salut Maxime, je vois que tu es le premier. J'ai vu que tu étais connecté depuis un petit moment. Salut Nathalie. C'est la photo de Nathalie que j'ai utilisée aujourd'hui pour illustrer le live. Donc aujourd'hui, voilà, dans l'émission Entre deux, on va parler comme d'habitude. On a Lyon champion, Charnay en Ligue féminine de basket. Donc Charnay champion de Ligue 2 accède à la Ligue féminine de basket. Verdict également en National 1 où il y a en fait les playoffs ont donné également les équipes qui montent en Ligue 2. Informations et mercato, informations diverses et comme d'habitude, votre thème. Dans les commentaires, je regarde vos propositions, hashtag thème ou hashtag thème pas. De quoi vous voulez parler? Oui, je vais la faire souvent cette blague. De quoi vous voulez parler aujourd'hui? De quel thème non abordé jusque maintenant vous souhaitez parler en fin d'émission? Donc c'est une émission qui au départ était censée durer 40 minutes, mais avec votre participation en général, ça dure un peu plus, ça dure une heure et quelques. Peu importe, tant qu'on a une conversation, tant qu'on a des choses à dire, à échanger, on continuera de toute façon la vidéo. Allez, on attaque. Salut Noé, j'espère que tu vas bien. On attaque par le premier thème, bien entendu. Lyon champion de France. Et oui, premier titre du Lyon Asvel féminin. Donc premier titre de champion de France de Ligue féminine de basket. Puisque il y a des titres du côté des garçons. On en parlera même un tout petit peu tout à l'heure, je vais vous poser une question par rapport à ça. Alors, on va décortiquer très tranquillement le premier match, enfin le dernier match, pardon. Donc le premier match qu'on va traiter ce soir, c'est la finale de Ligue féminine, donc le 5e match. Donc c'était vraiment une finale acharnée entre Lyon Asvel féminin et le BLMA Basket Latte Montpellier. Puisqu'on a été poussé en 5 finales, on a eu vraiment 5 magnifiques matchs. Sur cette finale, eh bien, on a retrouvé la maîtrise de Lyon. Puisque Lyon a maintenu quand même Montpellier en dessous des 62 points, donc a maintenu Montpellier à 61 points. On a vu que c'était le cas pour les 2 premiers matchs joués à domicile à Lyon. Donc on a eu vraiment une capacité des joueuses lyonnaises à maintenir l'attaque de feu de Montpellier. Au niveau des statistiques, on voit quand même que, il y a eu une meilleure adresse du côté de Lyon au global, même si ça a été meilleur au niveau des 3 points de Montpellier. Vous voyez 46% au total de tirs réels du côté de Lyon, 35% du côté de Montpellier. À 2 points, on a été bien meilleur, 53% du côté de Lyon et 38% du côté de Montpellier. Donc là, à 3 points, effectivement, une légère avantage pour Montpellier qui a pris quand même près de 2 fois plus de tirs quand même. Donc il a mis 9 sur 28 à 3 points contre 5 sur 18 du côté de l'Asvel. Au niveau des lancers francs, oui, on voit qu'il y a une légère différence en faveur de Montpellier, mais bon, pas suffisamment. Là où on voit vraiment une grosse différence, c'est au niveau des passes décisives. C'est ce qui est noté pour. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, vous ne voyez pas ma souris à l'écran. Donc c'est ce qui est. Oui, voilà, elle vient d'apparaître. C'est ici, ça sont les passes décisives en fait. On voit qu'il y a quand même 26 passes décisives. Il faut savoir qu'en fait, au niveau de Lyon, il y a toujours eu plus de 20 passes décisives dans tous les matchs. Montpellier, sur ce match-ci, en a eu un petit peu moins que d'habitude. Montpellier était aussi en général autour de 20 passes décisives. Au niveau des rebonds, léger avantage du côté de Lyon. Les interceptions également. Donc ça, ce sont les contres. Block shoot. Donc 4 contre 1 pour Lyon. Et au niveau des balles perdues, bon, c'est kiff-kiff, 12 à 15. Ce qui est marquant, c'est
c'est en fait... alors, contrairement en fait, aux 4 matchs, précédents, eh bien, ça s'est joué en première mi-temps. Enfin, je dis ça, non, contrairement aux 4 matchs, effectivement, Montpellier, sur le match 4, avait fait un gros trou en première mi-temps. Mais habituellement, effectivement, les matchs se jouent plutôt en deuxième. Là, encore, ça s'est joué en première mi-temps. On a eu 5 joueuses de l'ASVEL à plus de 10 points. Je vais même vous montrer ça, les 5 joueuses de l'ASVEL à plus de 10 points. On a Michel Plouf, qui a 10 points, Julie Allemand à 10 points, Alisha Clark à 15 points, et Mariem Badian à 13 points, et aussi Clarissa Dos Santos, qui en 14 minutes a réussi à marquer 11 points. J'avais bien dit 5 joueuses à plus de 10 points, c'est ça. Julie Allemand et Mariem Badian ont été énormes au niveau de l'adresse au shoot, puisqu'on a 80% du côté de Julie Allemand. On sait qu'elle est coutumière du fait, notamment à 2 points, elle a une énorme adresse à 2 points. Donc 80% pour Julie Allemand et 71%. Donc là, ce sont les tirs réels, ça ne compte pas les lancers francs. Donc les tirs réels, c'est les tirs 2 points et 3 points. Et donc 71% pour Mariem Badian, donc énorme adresse de ces deux joueuses-là qui ont vraiment pesé dans la balance au niveau de la victoire. Quand même une mention spéciale pour Elena Siak. Elena Siak qui a joué uniquement 15 minutes, mais qui a fait 7 points, 100% au tir réel. En fait, elle n'a pas eu de lancer franc à tirer, curieusement, puisque elle avait provoqué 5 fautes. Donc quand même, on est en droit de se poser la question de le what if, et si Elena Siak avait joué tous les matchs en forme, puisqu'on se rappelle qu'elle avait loupé les 3 premiers matchs à cause d'une blessure tout juste avant le premier match de ses finales. Donc voilà l'importance qu'elle aurait pu avoir. Donc ça restera un what if, comme on dit aux États-Unis. Ça restera un point d'interrogation. Est-ce que si Elena Siak avait été en forme pendant ces finales, elle avait été en pleine possession de ses moyens physiques, donc pas blessée, est-ce que Montpellier aurait arraché le titre? Bon, ça c'est une question qui restera en suspens. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça qui a fait la différence? Parce qu'on a vu quand même 5 matchs donc pour une finale, le maximum possible. Des matchs relativement serrés. On a eu notamment le match 4 qui était un match de folie et qui est arrivé en prolongation avec un score qui a dépassé les 90 points. Et donc, dites-moi, d'après vous, est-ce que Elena Siak, en pleine forme, ça aurait pu faire balancer le sort en faveur du BLMA? J'en profite, je regarde les commentaires. Salut Samuel, salut Elisa, salut Aurélia. Donc la question étant, est-ce que Elena Siak aurait pu faire basculer le match? On regarde vite fait aussi les meilleures marqueuses. On voit que Andy Miem encore une fois était présente, même si effectivement cette fois-ci elle n'a pas pu être décisive sur le score du match, puisqu'elle a marqué 16 points, c'était la meilleure marqueuse du match. Alisha Clark de l'autre côté, 15 points. Alisha Clark qui a été quand même performante et assez régulière tout au long de ces finales, notamment à la marque et au rebond. On voit que c'est encore à nouveau la deuxième rebondeuse là, avec 8 rebonds. Alisha Clark, si ma mémoire est bonne, Alisha Clark, je crois qu'elle a fait 3 double-double, me semble-t-il. Oui, il me semble que les deux matchs à domicile sont en double-double, et puis il y a un des deux, peut-être le troisième match. Non, je crois qu'elle a uniquement 2 double-doubles. Mais en tout cas, grosse présence d'Alisha Clark au point et au rebond. Alors, je ne vois pas beaucoup de commentaires. Je suis pas sûr de voir encore une fois tous les commentaires. Il y a toujours aussi un petit décalage entre le moment où moi je diffuse et je vous pose les questions et le moment où je peux voir vos commentaires. Bon, pas de commentaires, on continue. On continue donc sur la finale. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça c'est une erreur. Ouais, ça c'est une erreur. Hop, c'est pas grave. On était sur le match 5. Et hop. Donc j'ai une question à vous poser par rapport à Lyon. Donc Lyon, rappelons-nous, Lyon est champion de France pour la première fois de son histoire. Pour ceux qui ont vu les matchs, ou en tout cas un maximum de matchs, pas forcément les 5, qui est d'après vous
votre MVP des finales, c'est un titre qu'on décerne en NBA, et je trouve que ce serait sympa de décerner ce prix au niveau des finales de Ligue féminine. Qui d'après vous est MVP des finales? Et autre question, deuxième question, est-ce que d'après vous, l'Asvel va faire le doublé féminin-masculin? Puisqu'effectivement, l'Asvel est en position de voilà et finit leader de la Pro A, de ce qu'on appelle maintenant la Jeep Elite. Donc l'Asvel a vraiment la possibilité de faire un doublé qui serait complètement historique, c'est jamais arrivé. À ma connaissance, j'essaie de réfléchir, non je pense vraiment tous les grands champions, de toute façon il suffit de regarder les champions féminins. Déjà c'est la première fois qu'on a un club de basket qui soit féminin et masculin à un aussi haut niveau. Et donc, est-ce que vous pensez que l'Asvel peut faire le doublé? Dites-moi ça en commentaire. Voilà, je vois les commentaires enfin. Salut Olivier. Salut Olivier, j'ai oublié de te saluer. Comme tu vois, là, c'est ton titre, hein, Olivier. Voilà. Absence de Clarissa a été compensée par celle d'Elena côté Lyon. Clarissa a fait un retour, même 2 retours fracassants, déjà un petit peu au match 4 et puis également au match 5, elle a été décisive effectivement. Olivier se positionne pour Mariam Badian, donc MVP des finales. Maxime est persuadé que la présence d'Elena Siak aurait fait la différence. Peut-être. Alors, la présence d'Elena Siak et l'absence de Clarissa. Et ensuite, avec les 2 joueuses en pleine forme, finalement, ça rebalance un petit peu les choses. Delphine nous dit Julie Allemand pour la MVP des finales. Et Yves également. Et Yves nous dit que les hommes ne vont pas gagner. Alors, en plus, ça fait un moment. Je crois que ça fait un moment que le champion de Pro A n'est pas champion de France. Enfin, le leader de la saison régulière. Je réfléchis, l'an dernier c'est Le Mans qui a gagné, je ne sais plus qui, je crois que c'était Monaco déjà qui était en tête de la saison régulière. Il y a 2 saisons, je crois que c'est Chalon. C'est l'élan Chalon qui est champion et je pense qu'ils avaient fini 2e de la saison régulière derrière Monaco. L'an dernier, j'ai un doute, c'était peut-être pas Monaco premier de la saison régulière. L'année d'avant, c'est l'Asvel qui avait gagné alors que c'était Monaco premier de la saison régulière. Donc chez les garçons, c'est compliqué finalement d'être champion de France en étant premier de la saison régulière. Chez les filles, comme on l'a vu, hein, là cette saison, c'est le premier de la saison régulière qui est champion. On peut dire que c'est bien, c'est plutôt bien parce que c'est vraiment l'équipe la plus régulière tout au long de la saison et la plus forte tout au long de la saison qui est récompensée. Maintenant, c'est le jeu des playoffs, hein, il peut y avoir des surprises. Et d'ailleurs, on va voir aussi qu'en Ligue 2, là, voilà, Charnay va accéder à la LFB. J'ai l'impression que je vois pas forcément tous vos commentaires en live. Voilà, c'est ça. Donc je vais être obligé à chaque fois de faire une petite manip pour revoir. Delphine est confiante par rapport au doublé homme-femme. Salut Julie. Julie nous dit Julie Allemand. Solidarité entre Julie. Donc Julie Allemand pour la MVP des finales. La MVP des finales. Et Olivier, tu me dis depuis 2010, oui, c'est la 2010, donc la dernière fois qu'il y a un club qui a gagné la saison régulière et qui a été champion de France. Donc ça commence à dater, hein, ça fait quand même 9 ans. Enfin, 8 ans, 8 saisons. On va voir si l'Asvel renoue avec cette règle. C'est relativement rare, mais bon, chez les filles, c'est un petit peu moins rare, visiblement. Et donc, on va en parler d'ailleurs tout de suite. On va parler, et en fait, du titre de champion de France de Ligue 2 de Charnay. Alors, Charnay, ça vous parle pas forcément. En tout cas, ça parle pas forcément au grand public. Mais Charnay, depuis quelques saisons, vraiment se comporte très très bien en Ligue 2. Et là, elles ont gagné le 3e match à domicile, puisque au bénéfice, effectivement, de la place de premier de saison régulière, elles ont joué donc le 3e match à domicile. Là, je vous fais un point sur les 2 matchs qui ont eu lieu la semaine dernière, puisque les 2 matchs, donc le match 2 a eu lieu mardi et le match 3 a eu lieu samedi. Donc le match 2 était à Toulouse et Toulouse a gagné le droit
de disputer la belle donc à Charnay. Au prix d'un bon match. Voilà, sur le premier match, Toulouse avait vraiment failli au niveau de l'adresse à 3 points. Là, elles nous ont fait un 46% à 3 points. Mostervinu était la meilleure marqueuse. On voit qu'en fait, il y avait un petit écart de 7 points à la mi-temps qui a été, voilà, qui a été conservé, qui a été même un tout petit peu accentué en deuxième mi-temps. Donc Toulouse a tout à fait gagné le droit de jouer la belle, 35 rebonds, 20 passes décisives encore une fois. J'insiste sur ce fait-là vraiment au niveau du basket féminin, en tout cas dans les équipes qui performent beaucoup, on a beaucoup de passes décisives. On a toujours une vingtaine de passes décisives sur les équipes, voilà, sur les équipes qui performent, sur les équipes qui gagnent. On a vu Lyon, Montpellier avait une vingtaine de passes décisives. C'est pas si courant que ça en fait. Hein. Là, sur l'ensemble des finales, Lyon fait plus de 20 passes décisives par match. Et là, on voit que Toulouse dans le match de 2, avait fait 20 passes décisives. Donc les interceptions, c'était à peu près pareil, les balles perdues à peu près pareil. On avait vu que quand même Laetitia Guapo, qui est la meilleure marqueuse de Charnay, avait été un petit peu éteinte au niveau de la marque, puisque c'est Kayona Hayes qui avait été la meilleure marqueuse, ensuite Mélanie Deveau, et Mademoiselle Janou, j'ai oublié son prénom. Et du côté de Toulouse, on avait assuré. Donc, on se retrouve au match 3, qui a eu lieu samedi, et là, 66-53, une partie relativement serrée, et un écart qui a été fait, là aussi, dès la première mi-temps, dès le premier quart-temps d'ailleurs, hein, puisqu'on a un écart de 9 points, 22-13 dans le premier quart-temps. Et là, à nouveau, donc là, c'est Charnay qui a retrouvé le lead. On voit à nouveau Laetitia Guapo comme meilleure marqueuse du match, avec Mélanie Deveau et Kayona Hayes. Donc Laetitia Guapo avec 18 points et Mélanie Deveau avec 17 points. Et au niveau donc des statistiques, on voit effectivement, vous voyez tous les petits marqueurs bleus du côté du CBBS, du côté de Charnay Basket, avec une meilleure réussite globale à 2 points, à 3 points, et même au lancer franc, plus de rebonds. Là, pour le coup, ça contredit ce que je disais juste avant, il n'y a pas eu autant de passes décisives que d'habitude, puisque c'est 13 pour Charnay et 10 pour Toulouse. Un match qui était très serré et qui a vu donc la victoire de Charnay Basket. Et donc, voilà. Donc j'ai mis Charnay champion avec une image que j'ai oublié de changer. C'est une image de Lyon, j'ai oublié de changer l'image. Et donc, mais où c'est Charnay? Qu'est-ce que c'est que Charnay? Est-ce que vous connaissez un petit peu? Dites-moi, est-ce que vous savez où se trouve Charnay? On va parler un tout petit peu quand même aussi du parcours de Charnay. Alors je vois Cédric, salut Cédric, qui pose une question probablement pour la fin. On va en reparler du FCB, donc c'est les Flammes Carolo Basket. On va en reparler tout à l'heure. Voilà, hop, ici, au niveau des infos et mercato, puisque ça a communiqué cette semaine au niveau des Flammes. On en reparle tout à l'heure. Alors oui, on parle souvent de l'histoire du centre de formation de Charnay qui n'était pas labellisé et qui pourrait être un frein pour la montée. Alors il faut savoir, de mémoire, que c'est labellisation de centre de formation, le club a 1 an. Je pense que donc le centre d'entraînement est labellisé centre d'entraînement à Charnay. Ça je l'ai vu aujourd'hui d'ailleurs en consultant le site internet du club. Et donc l'an prochain, si en théorie, hein, d'après les informations que j'ai déjà entendues, c'est même pas c'est un peu plus informel que formel, mais je crois que le club a 1 an pour être labellisé centre de formation. Donc Charnay pourra de toute façon passer 1 année en Ligue féminine et a 1 an pour labelliser son centre d'entraînement en centre de formation, avec des contraintes différentes que je ne connais pas. Voilà, si quelqu'un a des informations qui corroborent un petit peu mon sentiment, je serais très content d'avoir une petite confirmation, parce que j'ai une petite incertitude par rapport à ça. Où se trouve Charnay? C'est c'est Charnay-les-Mâcons. Charnay-les-Mâcons, donc c'est vraiment limitrophe avec Mâcon. Mâcon qui est une commune donc du sud de la Bourgogne, j'ai encore failli dire Bretagne, du sud de la Bourgogne, pas loin c'est pas Chalon-sur-Saône, c'est l'autre. C'est en Saône-et-Loire. En fait, c'est pas très loin de Lyon. C'est à 1 heure de Lyon.
Donc Mâcon, il faut savoir que c'est une commune une communauté de communes d'à peu près 76 000 habitants, donc c'est quand même une grosse ville. Donc Charnay, même si c'est pas parlant Charnay, c'est un petit peu comme Mondeville à Caen. C'est un petit peu voilà comme d'autres villes qu'on connaît moins. Je réfléchis, comme Rezé à Nantes par exemple, voilà tout à fait. Donc Charnay, c'est quand même un club qui, à mon avis, aura les possibilités de se structurer au niveau de la communauté urbaine de Mâcon. Alors, oui, voilà, Saône-et-Loire, à côté de Mâcon. Griezmann était présent pour le match 3, paraît-il. Effectivement, Olivier, j'ai lu cette information, puisque lui, il est originaire de Mâcon, en effet. Sans avoir joué à l'Olympique Lyonnais, c'est quand même dommage. Et ça nous fera quand même, on a... Alors, c'est pas la même région, c'est pas la même région administrative, mais on a quand même un champion lyonnais et un champion mâconnais. Comme je vous le dis, il y a une heure de route entre les deux villes, hein. Donc ce coin-là a bien fonctionné. On verra aussi qu'en NF1, je crois que la Tronche-Mélan, c'est à peu près la même région, c'est un petit peu plus au sud, qui accède à la Ligue 2. Alors on va passer au sujet suivant, justement. Allez, on y va. On discute, merci à tous pour vos compléments d'information. Allez, le verdict des playoffs en NF1, c'était juste incroyable. Je ne vais pas entrer dans les détails, parce qu'en fait, ça risque d'être un petit peu compliqué au niveau comptable. Mais voilà ce qui se passe. Donc les derniers matchs ont eu lieu samedi. Donc Grafenstaden a battu Voiron 73-60. La Tronche-Mélan a battu If 67-43. Et regardez le classement en dessous. Tout le monde est à 9 points. Tout le monde est à 9 points. Mais au point avérage, c'est la Tronche-Mélan et la SIG Grafenstaden, donc qui était descendu l'année d'avant, hein, de Ligue 2 à NF1, voilà, qui monte en Ligue 2. C'est juste incroyable. On a les 4 équipes qui avaient 9 points, on avait les 4 équipes à égalité. Ça s'est joué au point avérage en fait sur l'ensemble des 6 matchs. Sachant qu'on avait en plus pris en compte les matchs de saison régulière, donc c'était pas 6 mais il y avait les 4 matchs. Oui, non, c'est l'ensemble des 6 matchs, mais tout le monde ne s'est pas rejoué. On a pris, de mémoire, on a pris, parce qu'il y a 2 groupes en NF1. Donc les 2 confrontations entre la Tronche et Voiron, la Tronche-Mélan et Voiron, pardon, et les 2 confrontations entre If et Grafenstaden ont déjà été comptabilisées dans les 6 matchs à jouer. Donc il restait 4 matchs à jouer, où là les équipes se rencontraient. Et en fait, c'est incroyable. Tout le monde a 9 points. Et puis, en fait, il n'y a que 2 équipes qui montent. C'est très cruel quand même pour l'ensemble des. Enfin voilà, pour les 2 autres équipes qui restent sur le carreau, qui sont Voiron et If. Puisqu'en fait, on peut pas dire qu'elles n'ont pas fait le boulot. Elles ont gagné le nombre de matchs qu'il fallait aussi. Et ça se joue au point d'avérage. Ça doit être très cruel. En tout cas, c'était des playoffs de dingue. Et donc, nous aurons la Tronche-Mélan et SIG Grafenstaden en Ligue 2. Et donc Nice et la Glacerie, ça on le savait, qui descendent en NF1. Et donc encore une fois, une équipe des Rhône-Alpes, voilà la Tronche-Mélan, je crois, qui doit être en Isère ou quelque chose comme ça. J'ai pas regardé. Si quelqu'un le sait, il peut nous le dire. Donc une région de la France qui a le vent en poupe au niveau du basket, puisque aussi, voilà, l'Asvel est bien positionnée au niveau des garçons, et je crois même que Roanne est champion de Pro B. J'ai cru voir ça. Je crois que c'est Roanne qui remonte en Pro A, en Jeep Elite. Donc Roanne, c'est la Loire. C'est juste à côté, c'est pas très loin de Charnay. Enfin, c'est pas très loin de Lyon, voilà, c'est un peu à l'ouest de Lyon. Hop, je regarde s'il y a des commentaires. Je regarde un peu vos commentaires. En Isère, tout à fait. Merci Quentin. Voilà, ce sont vos voisins qui ont été plus heureux que vous, en tout cas, sur ce. Donc Quentin, qui est de Voiron. Salut Quentin. Alors, la SIG qui remonte en LF2 aussi, voilà, c'est un club assez emblématique déjà du. Voilà, on parlait tout à l'heure d'ailleurs des clubs de l'Asvel,
donc ce serait assez inédit, ce serait inédit en tout cas d'avoir deux clubs champions, deux clubs donc du masculin et féminin champions de France, ce serait complètement inédit, et d'avoir déjà deux clubs de très haut niveau masculin et féminin, enfin pas deux clubs mais un seul club. La SIG c'est un peu la même chose, même si la SIG est encore une association chez les filles. Chez les garçons, c'est une SASP, donc c'est deux entités différentes, mais de toute façon, à l'ASVEL, c'est deux entités différentes aussi. Ce sont deux SASP, mais rassemblées sous un même nom, entre guillemets, sous une même image. Donc effectivement, l'autre club qui est un peu comme ça, c'est SIG. Donc chez les garçons, Strasbourg et Grafenstaden, mais c'est beaucoup porté par la ville de Strasbourg, tandis que chez les filles, c'est plus porté par la ville de Grafenstaden, mais c'est la même entité visuelle en tout cas. Donc autre exemple, peut-être que SIG fera un jour aussi bien que l'ASVEL, on leur souhaite. Alors nous allons passer au sujet suivant. Oui, allez, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé la semaine dernière, puisque, alors on passe à info et mercato, donc on va parler de beaucoup de choses, d'informations diverses, et notamment les prix de la Ligue féminine de basket qui ont été décernés donc lors de la soirée, en fait qui suivait ou juste après le live, même c'était peut-être même un peu pendant. Et on a eu donc Elena Siak qui a été élue MVP. On a eu Valérie Demory qui a été élue donc meilleur coach de l'année, meilleur entraîneur de l'année en Ligue féminine, et la meilleure jeune, le titre de meilleure jeune est revenu à Marine Fautou. Je regarde, je suis en train de regarder vos commentaires, parce que je vois qu'il y en a eu pas mal. Quentin nous détaille un tout petit peu les gros championnats français, ASVEL, Roanne, NM1, SVBD, c'est quoi SVBD. ASVEL, Charnay, BCTM, ouais. Ah oui, c'est vrai. Donc alors... Tout ça, c'est la même région, c'est la région Rhône-Alpes. Donc gros, oui, c'est en région Rhône-Alpes que ça se passe, voilà. Hein. Il va falloir que je vienne. Il va falloir que je vienne par là, effectivement. Il va falloir que j'habite là-bas, je pense. Et Jean-Michel nous dit que ça continue à descendre pour Nice. Oui, mais ça descend que d'une division. Mais effectivement, deux descentes consécutives pour Nice. Petite chose aussi, hein, j'en ai pas parlé, mais Charnay, il y a 2 saisons, Charnay était en NF1. Donc Charnay est monté l'an dernier, enfin il y a 2 ans, en Ligue 2. Elles ont fini, de mémoire, je crois, 4e de Ligue 2 l'an dernier. 4e ou 5e, peut-être même 3e. Je réfléchis, dans les 3 premiers, ça devait être Landerneau, Angers, Toulouse. Non, mais Toulouse, je crois qu'ils n'ont pas fini dans les premières. Mais bon, bref, en tout cas, elles se sont maintenues avec un bon niveau, 4e ou 5e l'an dernier Charnay. Et là, cette année, première saison vraiment, enfin, pardon, saison régulière vraiment de très haut niveau. Et playoffs de très haut niveau également. Donc Charnay, bravo à eux, en tout cas, qui montent 2 fois d'affilée. Je vais à chaque fois retourner pour voir les différents. Oui, Saint-Vallier, d'accord, oui, je vois effectivement Saint-Vallier qui joue les playoffs de NM1, qui je crois on est au stade des demi-finales. Et je ne vais pas détailler les garçons, c'est pas l'objet de l'émission, hein, c'est une émission pour les filles. Merci Yves, à toi, merci. Alors, on va je reviens un petit peu sur les voilà, on en avait déjà parlé la dernière fois, donc bon, Elena Siak, Valérie Demory et puis Marine Fautou, on les a déjà évoqués. Je suis en train de me dire que je vous ai pas mis correctement l'écran. Ouais, on va partir là-dessus. Sujet suivant, en fait le mercato habituel, comme d'habitude. Alors, les grosses annonces du côté des Flammes Carolo. Donc là, Cédric, je vois que tu as réclamé ton thème. Cédric, c'est le moment d'en parler. Là, on voit quand même des grosses recrues du côté des Flammes Carolo. On a Cathy Lou Samuelson,
donc qui sort de l'université en fait, qui débute la WNBA avec Chicago Sky, qui a été drafté en quatrième position. De mémoire, moi je me rappelle pas qu'on ait recruté en France une joueuse qui sort de l'université et qui soit qui soit en haut de la draft en fait. Quatrième de la draft. Donc les Flammes Carolo, hop, mettent la main sur une fille qui a été nommée quatrième de la draft en WNBA. J'ai vu que c'était une ailière de grande taille qui faisait plus d'1m90, qui est une machine à 3 points. Donc dans la tradition des Flammes Carolo, voilà, c'est celle qui va remplacer en tout cas numériquement et puis au niveau de ce style à 3 points Kalina ou Lewis. Donc voilà, et puis je sais plus son âge, mais elle doit être toute jeune, elle doit avoir autour d'une vingtaine d'années, peut-être 20-21 ans. Donc premier gros coup, si je puis dire, de la part des Flammes Carolo, qui étaient chauds sur le marché des transferts et qui nous ont annoncé également donc l'arrivée de Fatih Sako en provenance de l'Asvel. Bon voilà, toute nouvellement auréolée d'un titre de championne de France, Fatih Sako qui a été un petit peu blessée à l'œil notamment, qui a aussi blessé un petit peu Anna Dabovic dans le match 4. Voilà, une joueuse dure qu'on connaît bien, Fatih Sako, habituée quand même au titre aussi, puisqu'elle a été plusieurs fois titrée avec Montpellier, et qui donc là a gagné le titre avec l'Asvel. Et deuxième recrue, et non des moindres, enfin troisième recrue annoncée et non des moindres, c'est Andy Miem, tout simplement la capitaine de l'équipe de France. J'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Elle avait été quand même relativement clutch dans le match 4, elle avait été décisive aussi dans le match 3, notamment en fin de match. Pas forcément la meilleure marqueuse des matchs, mais à chaque fois décisive en fin de match. Alors Cédric, tu nous dis que Kalina a été troisième de la draft, mais est-elle arrivée l'année de la draft? C'est la question que je me pose. Est-ce que Kalina est arrivée juste en même temps, quoi? Je pense que Kalina n'est pas très très âgée, elle doit avoir 25 ans à tout casser, donc c'est pas impossible, effectivement. En tout cas, merci. Merci de poser la question, on va regarder un petit peu plus tard. Là, on ne pourra pas regarder là tout de suite. Je retourne sur mon tableau. Il y a des transferts aussi qui ont été... alors oui, petit point pour Laure Belleville. On avait annoncé notamment les retraites sportives du côté de Montbrison. Et puis là, c'est aussi quelque chose d'assez important. Retraite sportive pour Laure Belleville, qui était la capitaine du club de Charnay. Et qui a passé 25 ans au club de Charnay et qui donc tire sa révérence. Et on lui a retiré le numéro. Voilà, elle aura son numéro retiré. Donc le maillot, maillot accroché au plafond de Charnay, c'est très bien, voilà, on continue d'encourager ce genre de pratique, puisque ça se fait trop peu dans le basket féminin, les récompenses individuelles et la création d'une histoire. Moi, j'ai souvent regretté que quand on va dans les salles de basket, il n'y a pas assez de traces d'histoire. On a vu Bourges l'a fait l'an dernier, ils ont accroché les maillots de plein de filles d'un seul coup, parce qu'en fait, ils avaient oublié de le faire. Donc c'est important, quand on rentre dans une salle, qu'on soit spectateur, qu'on soit joueur ou joueuse, qu'on soit adversaire, c'est important d'avoir un petit peu, regardez où vous êtes là. Il s'est passé des choses. C'est dans un club où il s'est passé beaucoup de choses. Alors, la question est posée. Je vais poser la question de Cédric en fait. Est-ce que vous pensez, vous qui n'êtes pas forcément tous des supporters des Flammes Carolo, est-ce que vous pensez que les Flammes seront plus forts l'année prochaine que cette année? Notamment avec ces 3 renforts-là. On va regarder ça dans les commentaires. Question en suspens. Est-ce que vous pensez que les Flammes Carolo, déjà, qui ont l'air d'avoir quand même frappé un grand coup au niveau du recrutement, pour rappel, on a Amel Boudera et Sarah Chevaujon qui vont rester, et on a probablement les 3 autres joueuses du 5 majeur qui sont arrivées. Donc Cathy Lou Samuelson, Fatih Sako et Andy Miem. Donc puisque on peut penser que Sarah Chevaujon sera plutôt une poste 2, Cathy Samuelson plutôt poste 3, Andy Miem poste 4 et Fatih Sako poste 5.
Donc je vous pose la question et on passe à la suite. Un petit point quand même, quelque chose qui m'a marqué, c'est en Espagne. Alors on a le retour de Laura Garcia en Espagne. Donc Laura Garcia qui avait passé, je crois, 9 ans, 8 ou 9 ans à Saint-Amand et qui retourne en Espagne du côté du IDK Guipuscoa. Et ce qui m'a marqué, c'est quand même le retour de Queralt Casas et Laetitia Romero. Donc Queralt Casas qu'on connaît bien en France, qui est vraiment une super joueuse, qui a fait un super passage à Sopron, qui a même joué le Final Four de l'Euroleague, qui retourne à Valence. Et on a Laetitia Romero qui a fait un passage à l'USK Prague, qui retourne à Valence. Donc vraiment, en tout cas, Valence a l'air de recruter, d'être ambitieux. Et puis c'est assez rare. En général, les joueuses espagnoles s'exportent très rapidement, dans toute l'Europe en fait, y compris un petit peu en France. Et là, on dirait que le club de Valence dispose de quelques moyens. Donc pour rappel, le champion c'est Gérone, Perfumerias Avenidas Salamanque a fini deuxième pour une fois. Et donc là, on dirait qu'on a un troisième club qui est ambitieux en Espagne, et qui est Valence. Donc à surveiller dans les compétitions européennes, Euroleague bien entendu, et Eurocoupe. Et donc le championnat espagnol, qui est probablement un championnat qui est assez proche du championnat de France en termes de qualité. De toute façon, on sait que les joueuses espagnoles sont des joueuses de qualité. Donc à surveiller. On va faire aussi un petit point au niveau de la Belgique, pour saluer notre amie Melissa Diawakana, qui signe à Brenne. Melissa qui signe en provenance de Pologne, de l'Energa Toruń, qui signe à Brenne, et donc qui va rejoindre Fred Dussard, qu'elle connaît bien, puisqu'elle a eu Fred comme coach à Villeneuve il y a quelques années. Et un petit point aussi, c'est Laure Simon, qui est donc la future recrue du TGB de Tarbes, donc en provenance de Sainte-Catherine-Wavre, qui a été élue MVP de la saison en Belgique. Donc félicitations à elle, félicitations à Tarbes qui recrute une MVP. Donc bien joué, joli coup. On voit quand même que les joueuses belges, voilà, c'est une nouvelle nation. D'ailleurs, le ranking, il y a eu un ranking FIBA Europe qui est sorti, et la première nation est la France, la deuxième nation est la Belgique. Et je pense que c'est deux nations qu'on retrouvera peut-être au coude à coude. Alors il ne faut pas oublier l'Espagne, il ne faut pas oublier peut-être la Serbie, même si la Serbie semble quand même moins armée qu'il y a quelques années au niveau de son équipe nationale. Donc la Belgique, on a une Julie Allemand qui nous a fait une superbe saison cette année. On a eu par le passé Emma Messman, Anne Waters, et donc nous aurons Laure Simon l'année prochaine. Donc à suivre cette joueuse belge. Je regarde un tout petit peu. Il y a des commentaires. Effectivement, il reste une place pour la deuxième extra-communautaire. Alors, Cédric, si tu me poses la question, c'est peut-être, penses-tu que ce sera une joueuse qui a évolué en France, déjà ? La question que je me pose en tout cas, c'est est-ce qu'ils vont vouloir installer directement, comme je l'ai supposé, Cathy Samuelson dans le 5 majeur, puisqu'elle est jeune, même si 4ème de draft, donc ça veut dire 4ème meilleure joueuse universitaire aux États-Unis, c'est pas rien de sa génération. Donc elle peut très bien être installée en tant que titulaire. Sinon, ils ont laissé entendre qu'ils allaient peut-être essayer de conserver des joueuses de l'effectif actuel, même si j'ai lu plusieurs fois qu'il y avait 7 joueuses qui partaient. En tout cas, ils ont fait un live la semaine dernière au niveau des Flammes Carolo. Ils ont laissé entendre qu'ils pouvaient peut-être proposer, en tout cas qu'ils étaient peut-être en train de proposer des contrats de renouvellement à des joueuses qui étaient déjà en place. Je pense donc à Ellie Peters, qui a quand même fait une super saison, mais du coup, comme elle a fait une super saison, j'imagine qu'elle est très demandée et un peu partout en Europe. Donc, à voir. Deuxième partie, désolé, vraiment, ça m'agace énormément, ces coupures. C'est mon PC qui ne tient pas le coup, je vais devoir changer de PC.
C'est vraiment pénible. Donc je voulais vraiment revenir avec vous. J'espère que tout le monde est revenu. Je vous laisse un tout petit peu de temps là pour me retrouver. Je vois que ça met du temps. Il n'y a pas tellement beaucoup de monde. Bon, en tout cas, l'émission est toujours disponible en replay. En replay déjà sur Facebook, puisque ça se met automatiquement en replay dès la fin de l'émission. Et je positionne toujours l'émission. Donc là, ça va être les deux parties vont être ensemble sur YouTube. Donc en général, c'est le lendemain. Vous retrouvez même dès le lendemain matin, vous pouvez retrouver l'émission en globalité, le replay sur YouTube et aussi sur le site webasket.tv. Salut Benoît, j'avais pas eu l'occasion de te saluer jusque maintenant. J'espère que tu vas très bien. Je voulais juste terminer avec les dernières infos. Puisqu'on a longuement parlé notamment des Flammes Carolo. Je pense que dans les prochaines émissions, on fera puisqu'on va être vraiment dans une longue période d'intersaison, on fera vraiment du avant-après. Donc la question de Cédric, est-ce que les Flammes Carolo seront plus fortes la saison prochaine qu'elles l'ont été cette année? C'est une question qu'on va poser dans une émission. On fera vraiment la différence entre des équipes de 2018-2019 et les équipes de 2019-2020. On attend notamment là par exemple beaucoup d'informations du côté du BLMA, où on ne sait pas du tout quels seront les contours de l'équipe l'année prochaine au niveau de Montpellier, donc on fera ça ensemble. Et je pense qu'on fera des émissions où on parlera de plusieurs clubs, on parlera de certains clubs de Ligue féminine et de clubs de Ligue 2. Donc on prendra le temps vraiment de débattre sur ces points-là, puis je vous préparerai vraiment beaucoup d'informations sur les joueuses qui partent, les joueuses qui restent et les joueuses qui arrivent. Donc, on va parler des informations suivantes. Donc voilà, Laure Simon a été élu MVP au niveau de la Belgique. On a Melissa Diawakana qui arrive à Brenne et on est très content. Petite info, WNBA, Sue Bird, la légendaire Sue Bird est blessée au genou, donc joueuse du Seattle Storm qui est tout simplement le champion en titre, qui a déjà vu la blessure de Breanna Stewart, nouvelle blessure d'une grande joueuse, Sue Bird, qui est blessée au genou pour une durée indéterminée, puisqu'elle va probablement être opérée à ce niveau-là. Et enfin, au niveau de la NF2, ça compte, ce sont les 4 équipes qui vont monter en NF1. On a Limoges, Caluire-et-Cuire, encore une équipe lyonnaise, Caluire-et-Cuire, c'est juste à côté de Lyon. Alençon, c'est entre, de mémoire, c'est pas loin de Le Mans, je crois que c'est entre Le Mans et Caen, et Furdenheim, qui est en Alsace. Et Limoges, je vous fais pas un dessin, si vous aimez le basket, vous savez où ça se trouve. Enfin, j'ai une chose à vous demander. Parmi les personnes, donc là, j'ai pas énormément de personnes qui sont revenues sur la deuxième partie, j'espère qu'il y a beaucoup de monde donc, qui va regarder le live en replay pour avoir cette demande. Je souhaite qu'on mette en place nous-mêmes des récompenses. Rappelez-vous, il y a la MVP, Elena Siak, le meilleur entraîneur de l'année, Valérie Demory, la meilleure jeune de l'année, Marine Fautou. Bon, ça c'est très bien. Mais j'aimerais qu'on aille plus loin dans les récompenses. Et ça m'a été soufflé par Benoît qui est là. Je te remercie Benoît. Et je pense que déjà, la première chose qu'on pourrait faire, c'est élire réellement la MVP des finales. Et je demande à quelqu'un dans l'assistance, quelqu'un parmi vous, qui serait responsable, entre guillemets, qui serait un peu le commissaire de l'élection de la MVP. Puisque ce qui serait vraiment souhaitable, c'est quelqu'un d'abord qui a accès à toutes les statistiques. Bon, ça, on peut l'avoir. Mais quelqu'un qui nous retransmet les statistiques de chaque joueuse sur les 5 matchs. Parce que là, on a eu de la chance, on a eu 5 matchs. Et aussi, parmi les votants, c'est important d'avoir des personnes qui ont vu tous les matchs. Donc moi, j'en fais partie. J'ai vu tous les matchs. Donc je souhaite voter. Ça, c'est très important. Mais ce serait intéressant qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe un petit peu de recruter des votants. L'idée, ce serait d'en avoir pas beaucoup. On n'est pas obligé d'avoir une dizaine de votants. Si on avait déjà plus que moi, en fait, plus que moi tout seul qui vais voter pour le MVP, ce que je propose, c'est qu'il y ait une autre personne qui s'en charge avec moi, et donc qui s'occupe un petit peu de recruter des personnes qui ont vu les 5 matchs, qui suivent assidûment le basket féminin, mais je pense que c'est le cas quand on a regardé les 5 matchs,
et quelqu'un donc cette personne se chargerait de reprendre un petit peu les statistiques. Donc s'il y a une personne qui souhaite être entre guillemets le commissaire, et en fait tout simplement de la commission, bah oui c'est ça, de la commission MVP des finales, eh bien il suffit de m'envoyer un message sur Messenger sur la page Facebook, ou de me joindre sur stéphane@webasket.tv. Donc ça, c'est une demande que je vous fais. Enfin, comme d'habitude, je finis avec la vidéo qu'on a sortie sur les 5 joueuses de Ligue féminine qui sont à retrouver en nous laissant votre adresse email. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description. Cette vidéo s'appelle « Joue-la comme Proust ». C'est un questionnaire de personnalité que j'ai posé à ces 5 joueuses qui sont Amel Boudera, Alix Duché, Pauline Guittard, Maud Médenou et Clarence Jaldi Tabdi. Donc c'est une super vidéo qui dure une quinzaine de minutes. On ne fait pas comme d'habitude. Là, on vous demande de nous laisser votre adresse email. Et c'est ce qui me permet à moi de communiquer avec vous plus facilement, notamment parce que, rappelez-vous, sur Facebook, au tout début, quand on a lancé notre chaîne, on avait très facilement de l'audience. Je me rappelle que les toutes premières vidéos qu'on faisait, on avait 5000 vues sur nos vidéos sans rien faire. Mais aujourd'hui, Facebook, pour qu'on soit vu par nos propres fans, par nos propres suiveurs, il faut payer Facebook. Donc on fonctionne autrement, on préfère récupérer votre adresse email. De toute façon, on n'en fait pas n'importe quoi. Moi, je vous envoie des emails pour vous expliquer. Voilà, une fois par semaine, pour l'instant on fait des emails une fois par semaine pour vous donner un petit peu des news de WeBasket, pour vous inviter à suivre le live. Et donc, n'hésitez pas, n'oubliez pas, si vous n'avez pas vu cette vidéo qui est vraiment super, je vous la recommande. En tout cas, tout le monde m'a dit que c'était super et ça me fait plaisir parce que c'est moi qui l'ai faite. Donc, inscrivez-vous, laissez-nous votre email, on vous envoie la vidéo dans la minute. Et puis ensuite, je pourrais vous envoyer des mails. Vous pouvez vous désinscrire si vous en avez marre de recevoir des mails. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci à tous de m'avoir suivi. C'était compliqué encore une fois au niveau technique. Vraiment, ça c'est quelque chose qu'il faut que j'arrive à résoudre parce que c'est important pour le confort de tous. Je vous remercie. En plus, là ce soir, j'ai même pas vu les commentaires correctement en direct avec mon smartphone. Donc il y a toujours un truc, mais bon, ça j'y peux rien là pour le coup. Enfin, l'ordinateur, j'y peux rien non plus, mais bon, c'est mon ordinateur, quoi. C'est un peu de ma faute quand même. Bonne soirée Fabien, bonne soirée Cédric, merci de m'avoir suivi à nouveau sur la deuxième partie, merci à vous, sans vous je ne ferai pas ce live, hein, vraiment c'est pour vous, pour la communauté des fans du basket féminin, et on est nombreux. Donc petite chose aussi, n'oubliez pas comment ça fonctionne, hein. Je vous ai dit sur Facebook, maintenant on est obligé de payer pour être vu, mais néanmoins plus les publications sont likées, commentées et partagées, et plus, déjà quand on les partage forcément elles sont plus vues par notre entourage, mais en plus Facebook comprend que c'est intéressant, que ça intéresse les gens. Donc au plus il y a d'interaction sur une publication, et plus ce sera visible. Donc voilà, si vous voulez, comme nous, montrer plus de choses, que les gens voient plus de basket féminin, eh bien, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, un des trois ou les trois si vous êtes vraiment, engagé à ce niveau-là. Mais en tout cas, effectivement, ça nous aide à être plus vus et ça nous aide forcément à plus parler du basket féminin auprès du grand public. Et même auprès du public qui aime déjà le basket féminin, parce que même ça, c'est pas évident d'être déjà visible auprès de ces gens-là. Même si les réseaux sociaux nous aident beaucoup par rapport à ça. Donc, j'ai beaucoup parlé, je suis désolé. Merci à vous pour votre participation. Salut à tous. Je ne vais pas énumérer tout le monde, il y a pas mal de monde. Je vous dis à très bientôt. Vive le basket et vive le basket féminin. Ciao, ciao, ciao. Salut, il faut que j'appuie sur le bouton où on arrête. Hop. Ciao, bonne soirée. Vive le basket féminin. Ciao.